Avec l'émergence du numérique et des changements que cela induit, une page de l'histoire de la création et de la production se tourne. De nouvelles possibilités techniques entraînent en effet une marche en avant spectaculaire donnant lieu à des produits révolutionnaires. Tout s'explique par la démocratisation des outils qui donnent le pouvoir à l'intelligence collective. Ces outils ne sont pas forcément très nouveaux, ça fait quelques années qu'ils existent déjà, c'est juste qu'aujourd'hui ils sont plus accessibles, notamment dans les Fab Labs, et également leur coût de production a baissé, et tout à coup on a une conception qui est bottom-up, où tout à coup les gens se mettent à créer eux-mêmes, en tout cas ont la possibilité de créer eux-mêmes, et ce qui est délicat aujourd'hui c'est de pouvoir imaginer, concevoir, imaginer créer, imaginer produire, plutôt que d'acheter, plutôt que de consommer. Là l'idée c'est de se dire voilà demain je peux fabriquer moi-même les choses, il va falloir apprendre, les modèles de société vont changer et ça commence dans la tête. Donc, la démocratisation des outils aura 3 conséquences majeures. Déjà de relocaliser la production proche des consommateurs, c'est le premier point. Le deuxième, ça sera de réaliser des objets finis et non plus des prototypes avec l'impression 3D. Et la troisième conséquence, ça serait de l'hyper-personnalisation donc pour le consommateur avec le développement de nouvelles expériences interactives enrichies. Cette révolution à annoncer, d'un point de vue technologique, il n'y a rien de révolutionnaire. Ces technologies existent depuis une trentaine d'années. Dans l'industrie, elles servent pour le prototypage rapide notamment. Par contre, ce qui est vraiment intéressant et ce qu'on peut considérer comme révolutionnaire, c'est une révolution dans l'accessibilité, dans les usages. Ces machines étant beaucoup moins chères, un public beaucoup plus large va pouvoir en profiter, notamment le monde de l'artisanat ou les bricoleurs. L'impression 3D, porte-drapeau de cette nouvelle ère, est souvent annoncée comme la fin d'une industrie, le début d'une automatisation des citoyens. Cependant, aujourd'hui, seul un public restreint, souvent professionnel, modélise et sait utiliser ces machines. D'une part, il y a l'appropriation de ces outils de fabrication par les industriels. Je pense notamment le jour où Ikea se dira voilà, vous achetez votre meuble en magasin et les pièces qui vont vous manquer, qui vont casser, vous allez pouvoir les fabriquer chez vous avec votre imprimante 3D dans le salon. Pourquoi pas? Je pense aussi à la conception par les utilisateurs. Ça, c'est pas encore entré dans les mœurs, on n'y est pas encore, même si aujourd'hui il va falloir apprendre, il va falloir éduquer les citoyens, les utilisateurs, les gens à concevoir eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais ça se fait petit à petit. Nous n'assisterons pas à la fin de l'industrie à mon avis pour 3 raisons. La première, c'est qu'avec l'impression 3D, on n'arrive pas à réduire les coûts autant qu'avec les productions industrielles. Le deuxième point, c'est qu'il y a des objets de tous les jours classiques ou à usage unique qui n'ont aucun lieu d'être personnalisés, qui n'ont pas besoin, qui sont standards. Et le troisième point, c'est que la diversité des matériaux disponibles par impression 3D aujourd'hui n'est pas aussi étendue que celle dans l'industrie. Comme toute situation, il ne suffit pas de posséder un outil pour en faire bon usage. L'imprimante 3D est un outil et non un jouet. Il émerge donc aujourd'hui des organismes de formation comme le Fab Shop. Les imprimantes 3D, ce sont des machines de prototypage rapide en fait. Le terme impression 3D, c'est un terme qui a été développé pour s'adresser au grand public et qui véhicule l'idée que c'est aussi simple qu'une imprimante papier. Or, ça reste des machines de prototypage rapide, qui est une technologie au service d'industriels et de professionnels. Ces machines étaient dans leur format précédent le privilège des industriels parce qu'elles coûtaient cher et qu'elles étaient grosses et qu'elles prenaient de la place dans les ateliers. Aujourd'hui, ces machines ont réduit en taille, ont réduit en coût. On appelle maintenant des imprimantes 3D de bureau. Et en fait, ça reste des outils pour fabriquer des objets. Et il faut avoir une expérience pratique et technique de la conception et de la fabrication d'objets pour sortir des projets intéressants de ce qu'on appelle une imprimante 3D. Sinon, on se contente de télécharger des fichiers sur Internet, mais évidemment, le boulot est déjà fait et la moitié de l'intérêt de la chose a disparu. Cette démarche intéresse de plus en plus de personnes et même des entreprises qui commencent à sensibiliser leurs équipes, évidemment, mais aussi et surtout le grand public. Alors, on forme 2 types de publics, à la fois nos revendeurs, qui eux vont faire la médiation vers l'utilisateur final, et nous formons aussi les équipes de nos clients finaux qui eux utilisent les machines pour les applications des secteurs dans lesquels ils travaillent. On forme des équipes aussi bien dans l'agroalimentaire, pour les hommes aussi bien que pour les animaux, dans l'aérospatial, dans la défense, dans la mode, dans le milieu médical. En fait, aujourd'hui, nous, 75% de nos clients, ce sont des professionnels dans tous les secteurs d'activité. Le reste, c'est l'éducation et la recherche.
Les makers, comme on les appelle, restent majoritairement des passionnés ou professionnels. Ils sont à l'origine d'espaces qui regorgent de créativité et d'inventivité, appelés Fab Labs. C'est ici où regorge l'action collective qu'émerge un nouveau pendant du prototypage. Il y a d'une part probablement un mouvement social qui fait que les personnes ont envie d'être proactifs et de participer, ça c'est quand même assez nouveau. Il y a, avec tous les mouvements autour du Web 2.0, tout ce qui est le participatif qui pousse ça. Et puis, à un niveau peut-être plus technique, il y a des nouveaux outils comme l'imprimante 3D, comme d'autres outils, des plateformes collaboratives qui permettent d'échanger et de faire beaucoup plus facilement ce qu'on pouvait faire effectivement il y a 10-15 ans. Le pouvoir de l'action collective, de la communauté, de l'interaction, voilà typiquement de quoi intéresser nos entreprises souvent en mal d'innovation. Le prototypage et l'expérimentation peuvent ainsi compléter les études marketing et faire gagner en efficacité. La limitation des études marketing, c'est que ça s'applique à des produits existants. Quand on est sur des innovations de rupture, à ce moment-là, le client, l'usager, n'a pas idée de ce qu'il veut en fait. Et c'est pour ça qu'en l'impliquant dans la co-création, on va pouvoir identifier ses vrais besoins et d'autre part co-créer avec lui des choses qu'il va adopter. Les entreprises se tournent aussi de plus en plus vers le leader mondial du logiciel 3D, le français Dassault Systèmes, puisque toute impression 3D nécessite un fichier 3D. L'entreprise travaille évidemment avec des industriels, mais aussi par exemple avec des secteurs de la mode. Pour les métiers du luxe, pour les métiers de la mode, il y a de nouveaux concepts à imaginer. Avec la personnalisation qui fait partie du luxe, chacun peut avoir son propre objet. On a un projet par exemple sur la fabrication en ligne d'un bijou qui est fait à partir de vos prénoms. La forme, qui est très complexe, est générée automatiquement donc, à partir de ce que le consommateur final a rentré. Donc, vous l'avez vu en résine, en porte-clés, mais on peut imprimer aussi en argent massif. Et donc en finale, avoir de l'ultra-personnalisation. Ce qui était juste impossible auparavant, puisqu'il fallait faire un moule, c'est un certain investissement, faire des volumes. Là, chaque pièce, de manière unique, est faite avec une économie qui est rentable. Les secteurs d'activité sont de plus en plus nombreux à considérer l'impression 3D comme un outil utile, ce qui devrait aider à démocratiser les usages. Alors d'un point de vue secteur d'activité, évidemment, des industries comme l'aéronautique, notamment dans les domaines du satellite, l'automobile, notamment dans la Formule 1. Vous savez que dans une Formule 1, il y a beaucoup de pièces qui sont fabriquées en 3D printing pour une problématique de rapidité. On fabrique dans la nuit, on met sur la machine. Ça touche de nouveaux secteurs, notamment la médecine. Puisque chaque pièce peut être faite de manière différente, comme nos corps sont tous différents, nos prothèses doivent toutes être différentes, il y a tout un enjeu. C'est déjà le cas pour les prothèses dentaires, mais vous l'avez peut-être vu, on a implanté un crâne, un os crânien imprimé en 3D, les plâtres, etc. Donc cette industrie va être révolutionnée. Le monde de l'artisanat au sens large va être révolutionné. La prochaine étape consistera donc à démocratiser l'impression 3D afin de multiplier les initiatives collaboratives. La simplification du processus de modélisation pourrait se faire par la pensée. C'est en tout cas l'ambition de certains entrepreneurs et designers. Alors nous avons expérimenté ces deux technologies et l'interface directe entre les deux technologies qui est le casque EEG relié à de l'impression 3D. Lors d'une expérimentation artistique en galerie d'art qui s'intitulait le Wet Cube et qui a produit des œuvres qui s'appellent le cube d'après. Ces cubes d'après faits par le Computation Monkeys sont une série de cubes reconnus lors d'une animation 3D et l'activité cérébrale de stimuli lors de la reconnaissance d'un cube est envoyée à la nanoseconde l'interface de création, de conception, qui est ainsi restreinte, et envoyée immédiatement à l'impression 3D. Et on a 5 œuvres uniques, 5 cubes, vous envoyez les formes qui semblent éloignées du cube, et qui sont la reconnaissance de la neurosélection du cube.